France Maghreb 2. Avec de beaux habits, nous sommes de retour à notre heure normale. Oui, on est de retour à la maison chez nous sur France Maghreb 2 dans cette émission Le Grand Forum, votre talk de fin d'après-midi jusque 18h30. Avec, et pour ce lundi, pour m'accompagner, la belle Hanan Zawani. Comment ça va, Aïdek Moubarak, Hanan? Salam alaikum à tous, Aïd comme Moubarak, Saïd. Bah écoute, ça va très bien. On a mangé des gâteaux ce matin, pris un café au lait. Ça fait du bien. Oh, Hanan, qu'est-ce que tu racontes, un café au lait? Oui. C'est pas bon du tout. Ah bon, pourquoi? Ah, le café et le lait ne se mélangent pas. C'est vrai? C'est très dangereux pour la santé, ah oui. Ah, je savais Alors pas. qu'on appelle le docteur Souli pour qu'il lui dise, hein. Ah, Jean-Marc je Zébélus, savais pas. bonjour. Bonjour cher Christophe, bonjour Hanan, Aïd Bonjour. Moubarak à tous ces auditeurs. Je vous souhaite toujours encore une fois tout ce qu'il y a de meilleur pour vous dans votre vie. C'est gentil, Jean-Marc, c'est sympa. Alors, avec justement toi, Jean-Marc, dans ton avis tranché, aux alentours de 17h, on parlera des biens mal acquis. Tout à fait, puisque nous sommes en cours d'une procédure avec le gendre et la fille de Sassou Nguesso. Actuellement, qui fait un petit peu l'actualité. Et intéressant d'en parler parce que c'est vrai que c'est une actualité qui est à la une de l'actualité africaine, mais alors certainement pas dans les médias français. Et pourtant, elle est liée. Hanan, on va parler, toi, du CFCM des musulmans, un défi raté. Exactement, histoire du CFCM, histoire d'un défi raté. CFCM qui, dit au passage, hier, fêtait la fin du Ramadan en prenant le petit déjeuner avec du coca au lieu d'un thé. Oh, c'est pas joli ça. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, on a eu hier sur l'antenne de France Maghreb 2 le nouveau président, celui qui va prendre ses fonctions à partir du 1er juillet. C'est donc une personne d'origine turque. Oui. C'est une première d'ailleurs dans le sein du CFCM. Et quand on sait que la Turquie, en matière de calcul astronomique, on sait que par rapport à la désignation du Ramadan, etc., ils sont un peu plus en pointe que nous. Ça peut avoir des bonnes conséquences, on va voir, en tout cas affaire à suivre sur cette affaire. Donc 17h30 pour ton avis tranché tout à l'heure, ma chère Hanan. Dans cette émission, évidemment, la possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000. Voici le programme pour ce lundi. Nous sommes le 26 juin 2017. Nous allons parler dans un premier temps du Qatar, et la crise ne faiblit pas entre le Qatar et les pays d'Arabie Saoudite, du Koweït et de l'Égypte, puisque le Qatar a décidé de ne pas céder et reste ferme face à ses positions. La question est la suivante: le Qatar a-t-il raison de rester ferme? Tout à l'heure, nous parlerons du Maghreb et de cette actualité qui commence à faire jaser du côté de l'Algérie. L'Algérie et les réfugiés africains. Y a-t-il un problème de racisme? Et cette question, le gouvernement a-t-il tardé pour réagir? Puisqu'en effet, il a réagi dans le sens en annonçant qu'il y allait y avoir des règlements, que les réfugiés africains allaient être réglementés. Nous verrons un petit peu tout ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux d'absolument dégueulasse sur les réfugiés africains. Mais est-ce que tout ça ne cache pas aussi une volonté, peut-être, allons savoir, de déstabiliser l'Algérie? Et puis à 17h30 aussi, nous parlerons d'Emmanuel Macron. La lune de miel entre Emmanuel Macron et les Français va-t-elle continuer longtemps? Puisque Emmanuel Macron est crédité de 64% des Français sont satisfaits pour l'instant de son action. Est-ce que ça risque de continuer? On en parlera avec vous au 01 40 33 9000. La possibilité aussi, mesdames, messieurs, de reprendre des bonnes habitudes dans cette émission du Grand Forum, à savoir de laisser vos messages en réaction 24 heures sur 24. Le mobile répondeur est plus que jamais à votre disposition. Je vous donne le numéro de téléphone. Ça peut servir, comme ça, à tout moment, on peut réagir. 06 18 21 56 41. Et on se fera évidemment le condensé de vos messages sélectionnés. 06 18 21 56 41. Lâchez-vous, allez-y, tranquille. Et puis notre coup de cœur musical pour commencer, elle a aujourd'hui 33 ans, c'est la belle Indila. Et je vous propose de l'écouter en featuring avec Youssoupha et Dreaming. Superbe chanson de Youssoupha et de Indila qui fête aujourd'hui donc ses 33 ans. Bon anniversaire Indila. On a hâte de la revoir parce que ça fait un petit moment depuis la sortie de son album dont on n'a plus de nouvelles. Ouais, absolument, qui avait plutôt bien marché, hein. Très très bien. Qui était sorti d'ailleurs en même temps que celui de Stromae, vous vous en souvenez? Oui. Il y avait ces deux phénomènes à l'époque, Stromae et Indila, et pour l'instant on n'a plus beaucoup de nouvelles d'elle. Pourtant, Indila, elle est toujours très discrète. c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai qu'elle avait fait aussi un petit répertoire de chansons françaises qui était magnifique. Ah, l'album est plutôt pas mal à découvrir, en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas. Il ne va pas en rester beaucoup, mais quand même quelques-uns. En tout cas, voilà, Youssoupha aussi qu'on salue, et j'espère qu'il viendra nous rendre une petite visite rapidement, parce qu'on aime beaucoup l'ami Youssoupha. Il est déjà pas venu à la radio? Il est déjà venu, si, bien sûr, très sympa. Il est comme chez lui ici, hein. Youssoupha, Medine, Kerry James, c'est sont de la maison. D'accord. Dans un instant, messieurs dames, restez avec nous sur votre radio France Maghreb 2, 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous rejoindre. Dans un instant, le Qatar a-t-il raison de rester ferme face à ces pays qui lui veulent du mal, et ces 13 points imposés par l'Arabie Saoudite auxquels le Qatar n'entend pas céder?
On y revient avec vos appels 01 40 33 9000, vos réactions et commentaires aussi sur la page Facebook France Maghreb 2 et sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Le grand forum, messieurs dames, on est là, on a repris notre horaire normal d'avant Ramadan finalement, avec aujourd'hui pour nous accompagner notre expert en immobilier Jean-Marc Zebellus et Hanan Zawani sur France Maghreb 2. D'ailleurs Hanan, tu fais quoi dans la vie ? Voilà, alors justement, comme tu as parlé d'expert en immobilier... Tu es expert en quoi, toi ? Moi, je suis expert en humanitaire et en repas humanitaires. Présidente des repas du Salem. Voilà, entre autres. Mais du coup, voilà, relancer un petit appel parce que je reprends donc Inch'Allah, j'espère, les repas du Salem ce vendredi. Oui. Donc demain, on va sur place voir ce qu'il se passe à la chapelle parce qu'il y a eu énormément de changements, d'interdictions, etc. J'y suis passé hier soir, c'est dramatique. Hein. À Porte de la Chapelle, tu as dû passer, toi. Ouais. Oui, à Porte de la Chapelle, très... Enfin bon, donc voilà, je fais un petit tour demain sur la chapelle et pas Porte de la Chapelle, voir comment ça se passe pour éventuellement reprendre les repas du Salem vendredi. Donc la semaine prochaine, je ferai un appel à bénévoles surtout parce que là depuis un mois et demi que j'ai arrêté, j'ai perdu pas mal de mes équipes, surtout que mon compte Facebook a été bloqué. Voilà. Ah oui. Ah, toi aussi ? Oui. Ça peut arriver. Bon, alors, on enchaîne tout de suite. Je vous rappelle aux auditeurs et auditrices qui peuvent évidemment nous appeler pour réagir au thème que l'on va débuter tout de suite. On va parler de l'actualité internationale dans ce premier thème et en l'occurrence du Qatar, de la crise du Golfe au 01 40 33 9000. S'ils le préfèrent aussi sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 pour nous donner tout type de réaction. Vous pouvez faire même des hors-sujets et on écoutera vos messages, vos réactions donc demain, donc dans cette même émission après sélection évidemment de ces derniers. 06 18 21 56 41 par mail lgf@francemaghreb2.fr. Donc beaucoup de possibilités pour réagir. Alors, le Qatar a affirmé samedi donc étudier une liste de 13 demandes formulées par ses adversaires et a jugé qu'elle n'était pas raisonnable, éloignant de la perspective donc du coup d'un règlement de la crise du Golfe. Dans cette liste circulant, vous avez peut-être vu cette fameuse liste, ces 13 accords. En tout cas, elle circule sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas été dévoilée officiellement. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte exigent entre autres du Qatar une démission des relations de ses relations avec l'Iran et la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera. Et il a donné au Qatar un délai de 10 jours pour satisfaire à ces demandes, une requête jugée évidemment irréaliste par Doha, puisqu'en effet, empiéter sur la souveraineté du Qatar, la liste donc transmise jeudi à Doha par le médiateur koweïtien, n'est pas destinée à combattre le terrorisme et à empiéter sur la souveraineté du Qatar et à s'ingérer dans sa politique étrangère, a déclaré samedi dans une première réaction Sheikh Taban al-Tamim. Voilà, donc rappelons que le secrétaire d'État américain en contact avec Doha et Riyad avait espéré que la liste des demandes serait raisonnable et réalisable. Le Qatar le ministre donc du Qatar a estimé que cette liste était évidemment irréalisable. La question que l'on se pose bien sûr, est-ce que le Qatar a raison de rester ferme ? Quel est un petit peu votre avis sur ces 13 points que demande et propose l'Arabie Saoudite, le Koweït et l'Égypte ? Hanan. Il y a des points qui sont vraiment abusés. Je trouve pas d'autres mots. Donc demander effectivement au Qatar de cesser ses relations avec l'Iran quand même les Émirats ont des relations avec l'Iran, c'est juste pas possible. Surtout sachant que le Qatar et l'Iran ont des relations concernant le gaz et que si aujourd'hui le Qatar décide de rompre ses relations avec l'Iran concernant la fourniture du gaz, et là ça crée un autre problème politique. On demande également au Qatar de fermer la chaîne Al Jazeera. Donc ça, on sait que c'est que c'est mis sur la table parce que cette chaîne effectivement elle dénonce une hégémonie de l'État saoudien. On demande au Qatar, ce qui pourrait être pas mal à vrai dire, mais encore faut-il le prouver, de cesser ses relations avec des terroristes, donc les frères musulmans, entre autres, qui sont pas, de cesser tout un tas de relations, alors que eux-mêmes on se pose la question de quelles sont leurs relations avec certaines
certaines branches du terrorisme. Voilà, enfin, je trouve la position saoudienne abusive. Voilà, donc sans prendre forcément parti pour le Qatar, c'est juste dire que c'est un État souverain et que en tant qu'État souverain, il n'a pas à être vassalisé par l'État saoudien et ses partenaires. Jean-Marc, sur la situation du Qatar. Je pense que c'est surtout un conflit familial de prédominance sur la région avant toute chose, et que je dirais quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la gale. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite veut se positionner en grand chef dominant, pays qui a une base américaine chez elle, voire une base israélienne, pays qui ne fait rien pour peser de son poids dans le conflit palestinien, pays qui a engendré des terroristes aussi, c'est prouvé, pays qui s'est mis du côté des terroristes, et donc je pense que là, il faut que ces deux pays fassent preuve de sagesse, mais en tout cas, ce qui se passe actuellement, sans prendre parti, mais l'Arabie Saoudite prend le mauvais chemin. Surtout que l'Arabie Saoudite, elle a vraiment un comportement lamentable. Anecdote, mais qui n'en est pas une. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces milliers de chameaux qui sont chassés vers, au-delà des frontières, pendant une période où on a des milliers de chameaux qui, pour nous musulmans, c'est une bête sacrée, il faut le savoir. Tout à fait. Sont en train de mourir de soif. On a plusieurs dizaines de chameaux qui sont morts. Enfin, c'est juste honteux, et que ce soit les pays arabes ou même tout autre pays qui regarde l'Arabie Saoudite se comporter de la sorte, ils passent vraiment pour des enfants. Voilà, ils ont l'impression qu'ils font un caprice, et il faut que tout de suite le Qatar obéisse aux ordres. Alors, ce qui est assez impressionnant dans cette histoire, c'est que l'Arabie Saoudite reproche donc au Qatar de soutenir des terroristes. On sait très bien que l'Arabie Saoudite est le premier pays qui soutient les terroristes, qui même les finance. Donc c'est un petit peu particulier. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Quoi qu'il en soit, des commentaires aussi sur la page Facebook France Maghreb 2. Bien sûr qu'ils ont raison de rester fermes. Fermeture d'une chaîne télévisée. Envoyer des opposants égyptiens chez un criminel notoire. C'est ce que nous dit donc c'est Karim sur la page Facebook France Maghreb 2. Vous pouvez évidemment nous donner votre avis, commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on va qui sera celui qui va réussir à régler cette crise du Golfe? Il y en a même apparemment quelques pays du Golfe qui ont même proposé un scénario de guerre, carrément. Donc aujourd'hui, on semble pas franchement vers une désescalade du conflit. Je pense que de toutes les façons, il n'est de l'intérêt d'aucun de ces deux pays de rentrer dans ce conflit. Déjà, pour une chose, c'est que les Occidentaux vont tirer profit de cette situation. Évidemment. Et de toute façon, c'est toujours divisé pour mieux régner. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ces personnes prennent leurs responsabilités, et que c'est très bien que tout le monde soit pas aligné, soit pas rangé derrière l'Arabie Saoudite. Voilà. Et ce qu'il faut dire que l'Iran, qui a ses relations qui sont surtout économiques et d'autres parce qu'ils ont un grand gisement qu'ils exploitent tous les deux, parce que d'un côté l'Est c'en est un, d'un côté l'Ouest c'en est l'autre. Quoique l'Iran en ce moment n'exploite pas, parce que les multinationales ne viennent pas, il y a que le Qatar qui justement qui est en mesure d'exploiter toutes les capacités, etc. Donc, et que derrière l'Iran on a la Russie. Donc là on est en train de voir un petit scénario entre ceux qui sont avec les Américains et ceux qui sont avec les Russes. Et toujours, c'est-à-dire que l'opposition entre de ces deux grandes nations, qui est les États-Unis et la Russie, vont encore une fois de plus, après la Syrie, vont s'étendre jusque dans les pays du Golfe. Mais finalement, le voyage de Trump en Arabie Saoudite, puisque tout est parti de là, finalement, quand on réfléchit un peu, est-ce qu'il a pas mis et caractérisé finalement le rôle de chacun en Arabie Saoudite aujourd'hui? On l'a révélé d'ailleurs il y a quelques temps, on le savait déjà, est en train de remettre sur le point des relations avec Israël. Voilà, ça peut paraître choquant, mais c'est comme ça. Et Trump est venu chercher à signer des gros contrats en Arabie Saoudite, et puis à distribuer ce qu'il avait donc en Israël pour rajouter, j'allais dire, de l'aide aux militaires israéliens. Donc assez incroyable. Et quand on voit aujourd'hui que le Qatar se retrouve isolé de la sorte,
Trump n'y est pas pour rien. Pour rebondir sur ce que tu dis à juste titre, Christophe, n'oubliez pas que Trump a aussi demandé un certain nombre de milliards au Qatar, qui ont dit que le budget du Qatar ne permettait pas de donner la contribution comme a fait l'Arabie Saoudite. Chose à prendre en considération. Et les rôles du Maghreb dans tout ça, Anan, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie qui a décidé de rester neutre finalement dans cette histoire. Le Maroc est resté neutre, oui et non. Il a permis effectivement, ou il est en train de permettre l'acheminement de denrées alimentaires. Donc c'est un des premiers pays arabes à avoir mis ça en place. Donc tant mieux. Sur Middle East, j'ai lu que éventuellement aujourd'hui un des pas seul, mais un des dirigeants arabes qui pourrait éventuellement réussir à rétablir des liens entre le Qatar et l'Arabie Saoudite entre autres, serait éventuellement le souverain du Maroc. Donc affaire à suivre. Il y a une question aussi que je me pose, c'est que est-ce que c'est l'intérêt des pays du Maghreb d'ailleurs de s'ingérer dans cette crise, parce que c'est pas l'intérêt, comme on a dit déjà sur cette antenne, ami de demain. C'est une histoire de couple, et demain matin ceux qui seront opposés et puis qui prendront carrément la place de l'un ou de l'autre risquent eux aussi d'avoir des soucis. Je pense que mais j'ai une question que je me pose, c'est pourquoi le Yémen est rangé derrière l'Arabie Saoudite dans ce conflit. Alors, ça dépend de quelles instances du Yémen tu parles, parce que... Non, mais aujourd'hui, les instances officielles, les rebelles ne sont pas considérés, sont rangés derrière l'Arabie Saoudite. Nous avons le Bahreïn, les Émirats, le Yémen, l'Égypte, qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Oui, effectivement, ça, on peut se poser la question, mais cela dit, le Maroc a une position assez inconfortable, Anan, parce que le Maroc fait aussi partie de la coalition de l'Arabie Saoudite qui tape au Yémen. Bien sûr, oui. Donc, il est quand même un peu délicat de s'ingérer dans cette crise. Il va peut-être user de son poids pour effectivement remettre, parce qu'il a tout intérêt à ce que le Qatar ne soit pas isolé très longtemps, Voilà. Parce qu'il fait des affaires aussi avec le Qatar, le Maroc. Il fait des affaires avec tout le monde. Avec tout le monde, et avec l'Afrique, avec un peu partout. Le Maroc a beaucoup étendu son champ d'activité économique. Donc, ça reste quand même toujours très délicat pour les pays du Maghreb. D'autre part, sachez que ces pays arabes ne considèrent pas les Maghrébins, les pays du Maghreb, comme étant des pays arabes à part entière. Oui, c'est très important. Oui, il les considère comme des Africains avant tout. Après, cette position subite de l'Arabie Saoudite et de ses partenaires, elle interroge quand même quel est l'objectif caché derrière ça. Là, on voit bien que il propose 13 points, il leur exhorte d'obéir à 13 à l'américaine. Voilà, sachant très bien que de toute manière le Qatar ne pliera pas, qu'aujourd'hui il est capable de faire face à ce blocus économique, que l'Iran lui a ouvert les lignes aériennes. Donc forcément ils vont dire non. Donc qu'est-ce qui va se passer après ce refus? Mais n'oubliez pas une chose, qu'actuellement il se passe des choses. Je préfère utiliser le mot très bizarre en Arabie Saoudite pour le pouvoir, sur la succession du pouvoir. Il y a certains qui ont été écartés. Donc il y a aussi ça qu'il faut voir, ce retournement. Donc de toutes les façons, il est de notoriété internationale que l'Arabie Saoudite est de connivence avec les États-Unis. Les États-Unis, de toute façon, ont tout intérêt à créer des troubles dans ces régions divisées pour mieux régner. Et en cas de conflit, de toute façon, les États-Unis sont au moins à 15-20 000 kilomètres de là. Concrètement, qu'est-ce qu'ils risquent? Si ce n'est que gagner des contrats d'armement et gagner des contrats sur l'exploitation des matières premières, puisque ceux qui seront en place seront détruits, etc., etc. Voilà, reste cette interrogation, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Voilà, Que se cache-t-il? En tout cas, on suivra cette affaire de près et on sera évidemment amené à en reparler avec vous. Il y a un auditeur, qui a une réponse, peut-être. Qui nous appelle au 01 40 33 9000 ou qui nous envoie un petit mail lgf@francemaghreb2.fr ou sur la page Facebook France Maghreb 2, évidemment, pour réagir. Le mobile répondeur aussi reste une autre option pour nous adresser tous vos messages, des messages que nous écouterons après sélection au 06 18 21 56 41. 06 18 21 56 41. Et si je peux parler un petit peu, nous avons en place une idéologie wahhabite qui accuse une idéologie des frères musulmans
Ouais. L'un ne vaut pas l'autre, hein, concrètement. On est d'accord. C'est des idéologies qui sont quand même assez un islam qui prône un islam assez radical, un islam assez dur. Donc il y a aussi ces choses à voir. Il y a aussi les choses à voir que en Arabie Saoudite, la démocratie, on la connaît pas. Il y a encore beaucoup de choses en Arabie Saoudite. Les femmes n'ont pas le droit de conduire. Hein. Elles n'ont pas le droit de conduire, l'obligation de porter le voile, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. La femme est encore est quand même pas considérée légale de l'homme et tout, etc. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup de choses à remettre en question. On procède encore à certains à la lapidation. Ouais. Les gens sont condamnés à mort. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans ce pays qu'il faudra quand même pointer du doigt aussi pour dire que vous voulez faire des problèmes au Qatar. Ok, certes, le Qatar, on y va, on fait un peu ce qu'on veut, on vit un peu dans une certaine démocratie. Mais chez vous aussi, mettez les choses en ordre. Je ne prends pas parti pour le Qatar, mais à un moment donné, il faut faire preuve de lucidité. C'est sûr. On en reparlera en tout cas, messieurs dames, de cette situation du Golfe, la crise du Golfe, qui n'est pas donc pour l'instant vers une sortie de crise. Jusqu'à quand ça va durer? Quelles en seront les conséquences ultimes? On verra évidemment, on va suivre ça, ce dossier de très près. On va passer, mesdames et messieurs dames, dans ce grand forum. Bienvenue à vous avec Jean-Marc Zébélus sur France Maghreb 2 et Anan Zawani au zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé comme à la radio. Et on commence ce zapping par une nouvelle sortie, alors très remarquée, de Jean-Marie Le Pen, qui était l'invité de Paris Première. Il a une nouvelle fois pas mâché ses mots envers le Front National, et en particulier sa petite fille Marion Maréchal Le Pen. Écoutez, waouh, c'est du lourd. Radical sur elles ont l'air de s'accentuer les différences. Elles ont l'air de s'accentuer au FN. Peut-être, je ne sais pas. L'un d'entre eux a menacé de partir. L'autre, qui était la plus populaire, s'est retiré sans qu'on sache très bien pourquoi. Vous parlez de votre petite fille Marion. Perdant d'ailleurs à cette occasion son siège, n'est-ce pas, le siège de Carpentras, qui était Front National, est passé à un autre parti. Voilà. Ça, ce sont des conséquences. Mais c'est pour mieux revenir, ça. Pardon ? C'est pour mieux revenir, ça. Oui, d'où ? De là où elle est. De là où elle est. Elle se met en réserve de la République pour revenir une fois que... Où ça, dans le bois de Boulogne ? Non, dans le bois de Boulogne, non, chez elle. C'est le meilleur endroit pour se lancer vers le pouvoir, c'est tant est que c'est l'objectif de toute action politique, c'est quand même l'élection. Elle était élue dans des conditions exceptionnelles. Elle s'était révélée d'ailleurs un parlementaire exceptionnellement doué. Sympa le grand-père envers sa petite fille, non? Égal à lui-même, hein, depuis toujours, hein. Très 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 égal à lui-même, monsieur Jean-Marie Le Pen. Si tu permets, Christophe, nous avons parlé un petit peu des pays du Maghreb, mais il faut aussi préciser que le président de la Tunisie a quand même, à l'occasion de l'Aïd, a lancé un appel, et il parle aussi d'un conflit familial. Hein, il a lancé un appel pour qu'on puisse sortir de ce conflit par une voie diplomatique. Alors Jean-Marie Le Pen, Anan, qui parle de sa petite fille en allant donc au bois de Boulogne, c'est égal à lui-même aussi, c'est. Bah effectivement, j'ai entendu cette vidéo. C'était sur Paris Première. Hier, voilà, j'ai entendu cette vidéo hier, mais vous êtes sûr que il disait à sa fille, voilà, parce qu'en fait, ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, c'est que en réalité, il insultait sa petite fille de prostituée, voilà. Bah oui. Mais quand ta journaliste lui demande elle vient d'où, il a dit du bois de Boulogne. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Il utilise ce terme qui n'est pas vraiment très approprié, peu importe quelqu'un. Bon, on sait très bien, Anan, Jean-Marc, au bois de Boulogne, il se passe des choses. Oui, voilà. mais mais est-ce qu'il a pas voulu dire autre chose? Je sais pas, en tout cas. Non, mais c'est justement, en fait, il fait allusion à le métier le plus célèbre du monde, pour lui, qui considère que qu'elle a ce type de comportement, en fait, qui fait une allusion au métier le plus vieux du monde, pour ne pas le dire concrètement et se faire attaquer. Mais il perd la boule, hein, Jean-Marie Le Pen. Non, moi je crois pas qu'il perd la boule. Il a toujours été un provocateur, Jean-Marie Le Pen. Je l'ai suivi depuis très petit, à l'époque où il avait encore son œil borgne et tout, etc. Jean-Marie Le Pen a toujours été comme ça, a toujours été dans cette ligne de conduite, et ce qui fait sa recette, et ce qui fait le buzz chez lui. Bon, là il était assez fâché parce qu'en réalité Marion, c'est lui qui l'a poussé, hein. C'est c'est un peu limite grâce à lui qu'elle a été élue députée, que il en était extrêmement fier, hein.
on le voyait à travers ses tweets, à travers son engagement avec elle. Plus jeune députée, enfin une des plus jeunes députées de France. Il n'arrêtait pas de dire qu'effectivement elle était vraiment talentueuse pour Il y avait un conflit entre les deux. Oui, mais il était quand même très fier d'elle. Donc là, peut-être qu'il estime en fait que c'est un acte de trahison, de traîtrise, voilà, de trahison. Elle a été rétrogradée dans le parti parce que Marine Le Pen lui avait dit qu'en cas de réussite d'élection, qu'elle n'aurait pas de ministère. Oui, et après, ça, depuis, les choses sont parties un petit peu. On voyait bien, oui, qu'effectivement, il y avait des petits soucis avec. Parce que le reproche de Marine Le Pen, parce qu'elle prenait trop d'ampleur en réalité, Marion. Non, mais le reproche de Marion représente un petit peu la branche dure, la branche du père. Oui, mais la branche aussi qui passe bien, elle a une belle gueule, non pas, Jean-Marc. Oui, mais la branche dure du notamment ce qui a été reproché à Marine Le Pen, notamment Marion Le Pen a eu reproché d'avoir reculé sur ses positions sur l'Europe. Oui. Notamment Marion Le Pen serait plutôt du côté de Philippot, qui est la branche dure et qui risque de se faire jeter et créer son parti. On a connu avec Stirbois la même chose. D'ailleurs, t'as raison de dire que c'est la branche dure parce que c'est la branche qui paraît comme ça la plus sympathique à l'œil, comme ça, tu sais, en regard. Mais en fait, c'est la branche la plus dure. C'est la plus. Parce que Marion Maréchal Le Pen, voilà, la plus radicale. Quand tu la vois, t'as pas envie de changer de trottoir, on va dire les choses clairement. Non, c'est clair. Et puis Marion Maréchal Le Pen, il y a eu une interview une fois comme ça impromptue sur un marché où elle était incapable de répondre aux questions parce qu'elles n'étaient pas préparées les questions. Donc c'est quelqu'un qu'on a monté de toutes pièces. Le grand-père monté de toutes pièces et puis il est très déçu. Il considère cela comme une trahison. Alors, on va donc laisser de côté les ennuis de Le Pen. Finalement, et puis on s'en très bien et puis tant mieux. Marion, moi j'y crois pas une seconde. Et puis tant mieux. Elle reviendra certainement en créant un nouveau parti, je ne sais pas, peut-être plus tard. Pour l'instant, elle est en Afrique. Pour l'instant, elle est en Afrique, effectivement. Alors, un bras de fer maintenant, bien symptomatique. Toute la matinée au sein du gouvernement, sachez-le, il est question d'environnement et d'agriculture, d'une loi interdisant des insecticides à partir de l'an prochain, ceux de la famille des néonicotinoïdes potentiellement dangereux. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, affirme que le texte pourrait être assoupli. C'est ce qu'il a dit ce matin chez Bourdin. Nous avons un certain nombre de produits aujourd'hui qui sont utilisés, qui ont été estimés dangereux et qui sont au fur et à mesure retirés du marché. Mais d'autres produits où nous avons des impasses techniques qui n'ont pas de substitution, qui ne connaissent pas de produits de substitution, nous devons pouvoir autoriser des dérogations. L'arbitrage, c'est celui du Premier ministre, toujours. Mais nous devons avoir une discussion avec mon collègue Nicolas Hulot. Moi, je suis totalement ouvert à cette discussion. Je n'ai pas de difficulté à avoir ces discussions avec lui sur la manière dont nous devons sortir de ce sujet. Alors avant de vous écouter réagir là-dessus, sachez que donc la perche lancée par le ministre de l'Agriculture, réaction immédiate de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique. Sur tout ce qui est perturbateur endocrinien, tous ces sujets-là, tout ce qui concerne d'abord la santé, ma ligne elle est très simple, il faut faire aucune concession. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, après j'ai tiré les choses cas par cas, et ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'on ne reviendra pas sur des acquis. Moi, je veux déjà être le garant de ce que mes prédécesseurs ont acté. La loi existe et on ne va pas revenir sur la loi, donc moi je m'en tiens à la loi existante. Voilà. Réaction donc de Nicolas Hulot, mais c'est finalement le Premier ministre, Édouard Philippe, qui sonne la fin de la partie. Il confirme donc l'interdiction des néonicotinoïdes en 2018. L'arbitrage a été pris, a-t-il dit, à l'occasion d'une réunion à Matignon la semaine dernière. Anne, je te voyais réagir et dire super. Bah oui, qu'est-ce que c'est que ce ministre de l'Agriculture qui veut revenir sur une loi qui protège les abeilles, qui sont un des insectes primordiaux à la pollinisation, primordial à la vie, je dirais. Donc, alors c'est quoi ces produits effectivement là, parce que moi en matière d'environnement tout ça j'y connais pas grand chose. C'est des pesticides qui sont utilisés et qui tuent les abeilles. D'accord. Voilà, donc on sait qu'il y a la pollinisation peut pas se faire en fait. Voilà. Ah oui. Et si tu permets Agnès, et qu'est-ce qu'on peut voir par là? Une ouverture pour qui? Pour Monsanto. Si les abeilles font plus leur travail, Monsanto va vendre des graines qui poussent qu'une fois et qui ne se reproduisent pas. Ce qui est un petit peu dommage. Est-ce qu'il s'agit d'un couac là pour le coup?
Pour le ministre de l'Agriculture, oui, ouais. complètement, oui. Alors je sais absolument pas pourquoi est-ce qu'il a voulu revenir sur cette loi-là, je sais pas, je ne comprends pas. On a justement cette opportunité d'apporter une avancée au sein de l'Union européenne et lui met en avant que d'autres pays dans l'Union européenne utilisent ces produits, donc on n'est pas en libre concurrence, nous Français. On n'en veut pas de cette concurrence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les agriculteurs ont un poids assez considérable dans la vie politique, puisque souvent ce sont des gens qui votent. Et la FDSEA, qui est un syndicat d'agriculteurs, justement, qui pèse lourd et qui dit que non, ça cause pas de problème pour la pollinisation, ça dépend, on le met, etc. On l'utilise pour la betterave et tout, etc. Donc, le ministre aussi, dans le gouvernement, je pense que si on dit que tout le gouvernement est contre d'une façon avec une position assez tranchée, je pense que c'est pas bon. Par contre, si on a entre eux des gens qui défendent, des gens qui défendent pas, donc ça souffle un peu le chaud et le froid, et puis ça peut contenter plus ou moins le FDSEA et compagnie. Tu penses que c'est un jeu en fait? Évidemment, ce n'est que de la politique. D'accord. Alors justement, on parlait d'Édouard Philippe, donc qui a remis tout le monde d'accord ce matin. Édouard Philippe, qui, vous le savez, prononcera mardi prochain son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Or, d'après le porte-parole du gouvernement, il pourrait d'une certaine manière se faire griller la politesse. En effet, le président Macron réfléchit à réunir les députés et les sénateurs en congrès à Versailles, et ce serait la veille, le 3 juillet, d'où ce commentaire acerbe du député socialiste Olivier Faure. Écoutez. Ce serait surtout une humiliation pour le Premier ministre, parce que après avoir théorisé le dépassement des corps intermédiaires, après avoir choisi de bypasser, de contourner le Parlement avec l'ordonnance, on a un président qui a décidé d'avoir un rapport direct, exclusif à l'opinion. Et donc le voilà qui écarte progressivement, donc je le dis, les corps intermédiaires, le Parlement, maintenant son propre gouvernement, pour aller en fait dans un rapport direct à l'opinion, ce que je trouve une tentation plébiscitaire que l'on connaît bien. Alors Olivier Faure, député socialiste, donc qui réagissait à cette manœuvre du président de la République, vous y croyez vraiment? Il peut aller le faire, c'est-à-dire la veille, réunir sénateurs et députés à Versailles? Est-ce que d'abord c'est une humiliation à la veille du discours de politique générale pour Édouard Philippe? Ça pourrait être vécu comme une humiliation, oui, mais après je pense pas qu'il ira jusque faire ça. Il a des bonnes relations, voilà. Non. Après peut-être qu'il est jaloux aussi du taux de popularité d'Édouard Philippe, je sais pas, et puis qu'il veut remettre les choses en place. Il a pas de quoi parce qu'il a une bonne. Pour l'instant, ça se passe bien pour lui. Comme ils sont à égalité, peut-être qu'il veut remettre en avant le fait que c'est bien lui le chef, quoi. Je sais pas. Non, mais de toute façon, je pense pas, non. Ils communiquent entre eux. Ça ils communiquent entre eux. Édouard Philippe est au courant, il est au courant. Les choses ne se font pas comme ça à l'insu de l'un et de l'autre. Est-ce que la sortie du porte-parole finalement est peut-être pas pour mettre un peu brouiller les pistes, essayer d'alimenter les médias finalement? Mais toujours, bien sûr, ça fait certainement partie d'une stratégie de toute façon. Surtout ça évite qu'on parle de choses importantes. Oui, des choses importantes que sont notamment la loi travail, voilà, qui va passer par l'ordonnance. Voilà. Il va falloir le suivre d'ailleurs cette loi travail parce que apparemment on nous réserve pas mal de surprises. Demain on a un live sur Facebook. Oui. Je te donnerai le lien, Christophe, si tu veux le mettre sur la page. En fait, qui détaille ce qu'est la loi travail. Donc ça a été lancé apparemment par cette dame qui est assez connue, c'est Christine de Haas, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Qui est une militante contre ces ordonnances, contre ces lois travail. Ouais. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de le regarder pour justement être informé, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de ce terme général de loi du travail, mais ce qui se cache à l'intérieur, mis à part quelques petits points, on le sait, mais en réalité on ne sait pas derrière quelles sont les conséquences à long terme. On en parlera évidemment de cette loi travail, j'en suis sûr, dans pas très longtemps. D'ailleurs, dans un instant, messieurs dames, c'en est tout d'ailleurs pour ce zapping d'aujourd'hui. L'Algérie apparemment a des problèmes de racisme envers les réfugiés africains, au vu de ce que l'on peut lire sur les commentaires Facebook notamment. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de déstabiliser le pays? Et le gouvernement a-t-il tardé pour réagir face à ces propos absolument dégueulasses que l'on peut lire donc sur les réfugiés africains? C'est le thème et le prochain sujet que l'on évoquera avec vous en réagissant au 01 40 33 9000 via la page Facebook. Beaucoup de commentaires d'ores et déjà. Et sur le mobile répondeur aussi 24h/24 06 18 21 56 41. C'est le grand forum, c'est France Maghreb 2. Zébélus Jean-Marc, Anan Zawani, on est là jusqu'à 18h30.
Le grand forum, évidemment, messieurs dames, on est là tranquillement avant de, on parle dans quelques instants de parler donc de ce qui se passe en Algérie et de ces problèmes avec les réfugiés africains. Et on se posera la question dans tous les sens pour essayer de comprendre. On n'est pas là pour juger et on va essayer de comprendre plutôt. C'est l'optique qu'on a décidé en tout cas d'opter dans cette émission. On n'est pas là pour juger, encore une fois. On est là simplement pour essayer de comprendre des situations, des réactions. Avec Hanan Zawani qui est avec nous aujourd'hui, les repas du Salem, présidente, bien sûr, qui reprennent, on le rappelle, vendredi à la chapelle, Inch'Allah. Donc voilà, et elle lancera donc un appel la semaine prochaine pour des bénévoles, bien sûr, parce que le Ramadan se termine et on a tendance un peu à oublier ceux qui ont faim, ceux qui dorment dans les rues. Voilà, eh bien c'est dommage, mais bon. Quoi qu'il en soit, il y a des gens comme toi et c'est tout à ton honneur qui continuent. Il y a tout un groupement d'associations qui est à la chapelle et porte de la chapelle qui se relaient le matin, le midi, le soir, de manière vraiment exceptionnelle et voilà. Bon, parfois il arrive que il y ait pas assez à manger en fin de repas, mais on est là à la place des autorités. C'est très bien en tout cas, bravo. Et on suivra ça de très près parce qu'on aime bien en tout cas des gens qui s'impliquent de la sorte. Sinon tiens, on va vous donner un petit coup d'œil de la pétition aussi que on vous avait évoqué. Alors, vous avez même invité à la signer, la team du LGF. Pétition donc pour soutenir le recours donc de Farida Amrani auprès du Conseil constitutionnel à propos évidemment de l'élection législative dans la première circonscription de l'Essonne. Sachez que cette pétition a bien monté tout au long de ce week-end. On en est à combien là à peu près 11 000 Nous sommes à plus de 11 000. 11 000. Je vais vous dire exactement le temps que ça comme ça, charge. voilà, 11 300 et quelque chose. 11 251. 11 251. Cette initiative, pour rappel, elle a été lancée suite à la question d'un auditeur en fait qui posait de savoir comment aider Farida Amrani et Ulysse Rabaté dans leur recours. Et Jean-Marc Zévélus a proposé l'idée de la pétition. Donc on a une idée citoyenne derrière. Hop. Voilà, une idée citoyenne derrière qui a été reprise par des citoyens sur Facebook, sur Twitter. Et ce qui est super, c'est qu'on retrouve vraiment des citoyens qui ont signé de toute la France, toute origine confondue. Voilà. Et puisque alors je dois noter une chose, c'est que c'est Hanan Zawani qui a mis cette pétition en forme et qui l'a très très bien formulée et qui s'est aussi dévoué à la réussite de cette pétition, qui s'est vraiment livré corps et âme dans son esprit de militante non intéressée, ainsi que Ossinoras et bien sûr Christophe Roux aussi. Voilà. C'est pas mal impliqué. Et aussi on a le directeur de la radio qui nous a Monsieur Tarek Mami qui nous a pas mal orienté, et puis tous les chroniqueurs qui ont participé, tous les amis qui ont aussi donné un peu de leur temps pour ça. Mais c'est une initiative citoyenne, rappelons-le. Voilà, citoyen, en aucun cas initiative de la radio France Maghreb 2. Voilà, qui n'a pas d'ailleurs. C'est l'un n'a pas vocation à faire ce genre de choses. C'est le groupe que nous sommes de LGF, la team MGF, la famille MGF, qui avons fait ça. Bon, ce n'est pas la radio, mais nous sommes au sein de la radio, donc nous avons lancé ce mouvement citoyen. Ça montre bien au-delà de tout ça que aujourd'hui, si on souhaite agir, plutôt que de dénoncer, c'est bien de dénoncer, c'est bien de critiquer, mais aussi à la possibilité d'agir. Et ça, c'est un outil qu'on peut utiliser pour faire pression, un bon moyen de pression. Tout à fait. Donc c'est très bien, sachant que le recours va être déposé demain, normalement, auprès du Conseil constitutionnel. On suivra évidemment cette affaire de très près. Restez bien à l'écoute, puisque voilà, en tout cas, pour les auditeurs qui veulent signer, il suffit d'aller sur Google. Oui. La pétition, elle est sur le site mesopinions.com. Mesopinions.com. Voilà, vous tapez Manuel Valls, Farida Amrani, soutien au recours au Conseil constitutionnel, ou juste pétition Valls, mesopinions.com. Elle arrive de toute manière dans les premiers résultats. Et puis vous pouvez la retrouver sur les murs des différents chroniqueurs tels que Hanan Zawani, Steve Zébélus. Voilà, exactement. Donc allez-y, puis aussi Christophe Roux. Et aussi, si je peux me permettre de faire une petite remarque, c'est que j'ai pu constater que dans notre communauté, nous ne sommes pas ceux qui avons bougé le plus, malheureusement, et qui avons signé le plus. Et j'ai certains qui me disent oui, mais ça sert à rien. Je leur dis écoutez, tous les autres utilisent ce moyen de pression. À force de dire ça, on va jamais rien faire. Voilà, c'est libre, c'est gratuit. Faisons savoir que nous existons par tous les moyens. La pétition est un bon moyen
moyens de pression mis en place. On pourra pas saisir le Conseil constitutionnel avec cette pétition parce qu'il en faut 500 000. Ouais. Nous en sommes loin, vu que les gens de notre communauté évitent de trop y participer. Mais je veux dire, cela ne vous engage à rien. Cela simplement consiste à dénoncer un fait qui nous paraît pour l'instant délictueux. Allez, on suivra ça évidemment de très près, cette pétition sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Bienvenue à vous, Jean-Marc Zébellus et Hanan Zamouani, avec dans un instant l'Algérie et le racisme envers les réfugiés africains. On y reviendra juste après l'avis tranché de Monsieur Zébellus. 5, 4, 3, 2, Alors, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. On va parler de l'affaire des biens mal acquis. Bien mal acquis. Alors, sous forme de bref de contrat, on est assis et puis on se dit, tiens, il y a encore un qui s'est fait prendre, pris par la patrouille, pour des raisons de bien mal acquis. Donc, nous avons la mise en examen de la fille et du gendre du président congolais Sassou Nguesso. On se dit, tiens, bien mal acquis. Mais bien mal acquis, ils l'ont acquis comment? Bon, le bien mal acquis, c'est tout simplement, c'est tout bien ou immeuble, tout avoir ou fonds susceptible d'appropriation privative soustrait illégalement du patrimoine public et qui a pour effet d'appauvrir le patrimoine de l'État. Mais je peux me poser une question en me disant, mais bien mal acquis, mais normalement, pourquoi un pays autre se saisit de cette affaire et fait juger cette chose sur son sol, sur son territoire, et se saisit. Donc, je me pose des questions, et puis je me dis, le bien mal acquis, mais il y en a beaucoup. Parlons des Saoudiens, pour pas les nommer, qui ont une manne pétrolière, et qui vont utiliser cela comme étant leur propre bien, comme cela étant ce qui leur appartient, et non celui du peuple. Ce sont des produits d'activités délictuelles ou criminelles qui ont permis à des dirigeants un enrichissement que leurs revenus ne peuvent pas justifier. Est-ce que le frais d'affréter un Boeing avec des roses pour faire plaisir ou pour épater sa belle ne consiste pas là, justement, à ouvrir une procédure de bien acquis? Mais non, on fait courbette parce que la colonisation est passée par là, parce que l'hégémonie, l'impérialisme est plus fort que tout. Et pour conclure, je dirais que je me gosse et je me délecte, car la démocratie que l'on nous prône est à géométrie variable, comme le comportement de ceux qui nous gouvernent. Alors pour cette affaire, évidemment, Hanan, peut-être un petit commentaire. Est-ce que tu as suivi un peu cette affaire ou pas? Non, pas du tout. Je la découvre là. Je suis en train de lire de manière effarée, effectivement, qu'il y a beaucoup de détournements de fonds, mais non. Donc, dans les restitutions, dans les procédures qui ont abouti, nous avons sur les Philippines avec Marcos, nous avons le Mali, des restitutions des avoirs illicites de Moussa Traoré, la restitution des fonds à Bacha, etc., etc. Nous avons l'Angola, le Nigeria, le Pérou. Bon, nous avons eu l'Ukraine, nous avons l'Irak, la Zambie, le Mexique, Haïti, notamment avec Jean-Claude Duvalier qui avait fait vraiment des procédures en cours. Nous avons la République démocratique du Congo, Mobutu Sese Seko, le Pakistan, Benazir Bhutto, Chili, Augusto Pinochet, Libéria, Charles Taylor, le Kazakhstan, Nouhou Sultan. Mais là, je vois que des pays dits du tiers-monde, dits des pays en voie développée, et je n'en vois pas d'autres. Ça veut dire que nos dirigeants sont les meilleurs au monde et qui ne s'enrichissent jamais. Voilà, en tout cas, l'occasion de réagir, de nous donner vos commentaires, bien sûr, si vous le souhaitez, réagir avec à cet avis tranché. Vous pouvez le faire aussi sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41, et on écoutera évidemment votre avis demain dans cette émission, bien sûr. Alors, on va parler maintenant d'un autre sujet et ouvrir un nouveau débat, si vous le voulez bien, messieurs, dames, pour parler de ce racisme qui peut-être ne dit pas son nom. Ça se passe donc en Algérie. Une campagne anti-migrants a lieu en ce moment, et alors qu'une campagne virulente donc est menée à l'endroit des migrants subsahariens, plusieurs voix quand même se sont élevées donc pour que l'État légifère afin de reconnaître leurs droits. C'est ce qui s'est passé donc dans un premier temps. Sachez quand même que, pour en revenir, c'est pas
ce sont des propos qui ont été d'une extrême gravité qu'on a pu lire. Par exemple, il faut les exterminer comme des rats, qualifiés comme des rats. Rentrez chez vous, c'est une occupation intérieure. Chassez-les pour préserver nos enfants et nos sœurs, les Algériens prioritaires, etc., etc. Jusqu'à même dire qu'ils allaient emmener le SIDA. Voilà, donc il s'agit bien de messages apparemment lancés par les Algériens sur les réseaux sociaux, qui ont démarré il y a une semaine avec un hashtag en arabe, qui apparemment après a été dénoncé par beaucoup de personnalités en Algérie. Alors là, bon, ce sont là les faits. Peut-être que derrière il y a une volonté aussi de déstabiliser l'Algérie par rapport à cette campagne anti-migrants qui a été menée, ou peut-être qu'effectivement il y a certains Algériens qui ont ce profond racisme envers les réfugiés noirs. Quoi qu'il en soit, eh bien le gouvernement a décidé de réagir, en proposant donc de réglementer le statut des réfugiés en Algérie. Alors d'abord, dans un premier temps, Jean-Marc Zébélus, est-ce que ça te paraît plausible que effectivement il y ait ce type de racisme en Algérie, dans un pays musulman, envers des compatriotes africains? Ce sont des êtres humains. Je pense que c'est une infime minorité, une infime minorité qui fait beaucoup de bruit. Le peuple algérien n'est tout sauf un peuple raciste, car je vous signale qu'ils ont accueilli beaucoup de révolutionnaires, notamment d'Afrique noire, qu'ils ont organisé la première conférence panafricaine, ils ont aidé les Black Panthers lors de leur combat contre la ségrégation qui se passait en Amérique. Ils ont aidé l'Afrique du Sud. Ils ont participé dans pas mal de choses. Donc, je pense que c'est une minorité qui a cette idéologie nationaliste, certainement copiée sur le Front National, mais je sais et j'ai confiance que les citoyens algériens, je suis profondément convaincu, ne sont pas racistes, et c'est quelques brebis galeuses qui essaient de se mettre en lumière. Alors Anan, est-ce que le gouvernement a-t-il tardé à réagir, le gouvernement algérien? Ça fait quand même une semaine que ce hashtag est apparu sur les réseaux sociaux, etc. On a vu des propos, comme je le rappelais tout à l'heure, alors je sais pas monstrueux. si le gouvernement a tardé à agir, mais ce que je constate, c'est que les Algériens, eux, ont réagi tout de suite en dénonçant ces infamies. Voilà, il y a une vraie, autant il y a une campagne, enfin je sais pas ou en tout cas peut-être quelques tweets éparses comme ça d'insultes aux réfugiés, autant derrière on a une vraie réponse massive des Algériens qui dénonçaient ces tweets racistes. Au bout d'une semaine pour réagir, non, ça me semble pas trop tard. Non. Alors, faut quand même rappeler que cette histoire fait aussi écho par rapport à un viol d'une fille en Algérie, à Alger, je crois, qui aurait été commis. Enfin, pas les conditionnels par un réfugié. Mais ça justifie bien pas entendu, d'avoir juste rappeler les faits, c'est tout. Oui, ça justifie pas un comportement xénophobe, voire raciste, car le peuple algérien est majoritairement musulman, a une certaine idéologie, a un certain respect pour leur religion. Donc, je pense que les brebis galeuses sont les brebis galeuses, au vu de l'ampleur que ça prend, à forcément inciter le Premier ministre Abdelmajid Tebboune à proposer certaines mesures pour réglementer le déplacement, mais je dois dire que il faut que ces personnes se rappellent d'une chose, c'est que quand l'Algérie a eu sa période noire, sa période sombre, il y a beaucoup d'Algériens qui ont immigré, même dans les pays d'Afrique noire, et qui n'ont jamais eu de problème. Donc je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont profité de ce moment pour demander l'asile, pour s'exiler. Ils ont été accueillis dans les autres pays. Donc à un moment donné, il faut pas avoir la mémoire coûte. Faut pas avoir le fait que l'Algérie a aussi accueilli François Fanon, qui est devenu algérien et qui s'est battu corps et âme, qui est mort même pour l'Algérie, avec son idéologie. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut faire la part des choses et se dire de façon définitive et convaincue, ce ne sont que des brebis galeuses, égarées, perdues, qui cherchent à se faire remarquer. Alors, les commentaires, évidemment, sur la page Facebook, vous pouvez nous appeler, bien entendu, pour réagir sur ce sujet. Est-ce que le gouvernement, selon vous, a-t-il tardé à réagir? Des commentaires tels que Mina qui nous dit les plus généreux au monde, c'est bien les Algériens. C'est une des qualités qu'ils ont. Le contexte est différent des années précédentes. L'Algérie a aidé tous les pays africains sans exception. Quelle a été leur réaction? La trahison. L'Algérie n'est pas responsable de l'instabilité en Afrique. Les Français font le taureau alors que c'est eux qui ont semé le désordre en Afrique. C'est le commentaire de Mina.
partages ou pas? Après, j'aimerais bien rebondir sur une autre affaire qui est concomitante à celle-ci. C'est l'affaire des réfugiés syriens bloqués dans le désert du Sahara, hein, si je me trompe pas. Voilà. À la frontière algéro-marocaine. Voilà. Où là, effectivement, on a eu deux pays, l'Algérie et le Maroc, qui ont mis un très longtemps à réagir. Et au bout de 2 mois et demi, enfin, je dirais, il était temps. Le roi du Maroc qui accepte d'accueillir ces familles. Il y avait à peu près entre 25 à 30 personnes. Donc voilà, c'est bien effectivement de mettre en avant le fait que les Algériens ne sont pas racistes. Oui. Alors peut-être que dans l'absolu ils sont pas racistes, mais pour moi le racisme au Maghreb il existe, c'est bien aussi d'en parler. Donc est-ce qu'il touche les réfugiés? Oui, il touche les réfugiés. En tout cas chez moi au Maroc, il touche les réfugiés. Et ce qu'on doit il y a des gros problèmes de racisme d'Africains qui vivent dans des situations absolument désastreuses au Maroc. C'est bien beau de dire que super, on n'est pas raciste, on est musulman, etc. Oui, c'est vrai. Les réfugiés sont accueillis au Maroc et en Algérie. Alors en Algérie, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas au Maroc, pour suivre vraiment de manière précise les articles, parfois c'est pas fameux du tout. Faut savoir qu'aussi que quant aux conditions d'accueil et d'acceptation en tout cas. Le Premier ministre a aussi déclaré que le devoir moral, en la personne de Monsieur Tebboune, le devoir moral et humain qui nous impose de prêter assistance à nos frères, contraints de fuir leur terre en raison de la pauvreté et des affres de la guerre. Donc je veux dire qu'il y a forcément du racisme, il y en a partout dans le monde. Il y en a même du racisme entre différentes ethnies dans un même pays. Donc ce qu'on appelle vulgairement l'expression de la différence. Mais même ce qui se passe au Maroc n'est pas normal, mais c'est justement en dénonçant les choses qu'on pourrait essayer d'avancer en discutant. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Il faut pas non plus se cacher derrière un discours. Les Algériens ne sont pas racistes. On les accueille. On a accueilli les révolutionnaires dans les années 60. Non, il y a une réalité du terrain aujourd'hui. On peut pas dire que le peuple algérien est raciste. Non, il y a quelques individus. J'ai dit, mais il ne faut pas non plus cacher la réalité. Ah non, mais on la cache pas. On dit qu'il y a des brebis galeuses. Dans les pays arabes, il y a du racisme. Ici en France, il y en a. Je réagis. Pourquoi je réagis, Jean-Marc? Parce que les fois où je partage des articles sur le racisme au Maghreb ou même dans les pays du Golfe, on vient m'interpeller, limite m'insulter. Non, je dis la vérité, je combats tous les racismes. Ici en France et partout ailleurs. Bien entendu, il en existe partout. Vous savez, la bêtise humaine, la connerie humaine n'a pas de limite et pas de frontières. Et vous en pensez quoi, vous, justement, de ces réfugiés qui sont restés bloqués pendant 2 mois et demi dans le Sahara? C'est le fruit, malheureusement, d'une mésentente entre 2 pays et qui ont subi les conséquences, ce sont ces réfugiés. Tout simplement. La bêtise encore entre 2 pays et le Maghreb uni, et on est très loin, quoi, malheureusement. Parmi les commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2, notamment de Mina qui nous rajoute: les Algériens ne sont pas racistes, on ne peut pas rajouter de la misère à la misère, la vache à lait a maigri, le peu qui reste est pour ses enfants. L'Europe est responsable de la situation en Afrique, elle doit assumer. Est-ce que l'Europe est responsable de ce qui se passe et des affaires que mène l'Algérie, par exemple, et le Maroc, par rapport aux situations des réfugiés syriens ou des réfugiés tout court en Algérie? Est-ce que l'Europe est responsable? Non, mais attendez, cette personne, je respecte son opinion, je respecte ce qu'elle dit. Donc ça veut dire que quand Marine Le Pen dit que les immigrés, les étrangers, etc. viennent manger le pain aux Français, les Français d'abord, donc elle est en train de reprendre indirectement le même discours. Donc je trouve ça un petit peu déplorable. Je trouve ça un peu déplorable parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes le peuple du monde. Des fois, les gens se déplacent parce qu'ils n'ont pas le choix et que la plupart des guerres qui sont provoquées ne sont pas provoquées par eux-mêmes, mais sont provoquées par l'Europe et autres. Il n'y a pas que l'Europe, il y a les États-Unis, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte et il faut faire preuve d'humanisme et de respect pour
pour la race humaine. Enfin, aujourd'hui, c'est ce type de discours, que ce soit là dans le poste de cette dame que je ne connais pas, ou que ce soit ici en France, qui fait que on n'a pas une libre circulation des hommes dans le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Terre appartient à tout le monde et qu'elle est en capacité de nourrir tout le monde. Mais voilà, on est enfermé dans des frontières, on est enfermé effectivement dans des contextes économiques de chômage et surtout n'accueillons personne. Ouais. Quoi qu'il en soit, évidemment, vous pouvez nous donner votre réaction, réagir sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Comment faut-il pour régler ce problème finalement? Le racisme, comme on le disait en travers de ce sujet, il existe partout. C'est pas parce qu'on est dans un pays musulman qu'on y échappe. Bien au contraire, on a pu voir d'ailleurs au travers de différents exemples dans le monde que le racisme est bel et bien là. Quand on entend par exemple aujourd'hui certaines personnes parler des Marocains, je parle des Algériens et l'inverse d'ailleurs également, on se demande mais vous avez absolument rien compris quoi. Je veux dire, les Algériens et Marocains sont des peuples frères et ont tout en commun. Pourquoi essayer de chercher des divisions? Alors la question aussi qu'on peut se poser dans cette affaire, Jean-Marc Zebellus, Anan Zawani, c'est y a-t-il pas une volonté de déstabiliser l'Algérie dans cette affaire en, par exemple, mettant ce hashtag en arabe qui avait été absolument bien relayé depuis une semaine et qui a été dénoncé d'ailleurs par la plupart des responsables algériens. Donc est-ce qu'il y a une volonté de déstabiliser l'Algérie? On le répète, on le sait, on le sent qu'il y a évidemment cette tentative de déstabilisation depuis de nombreuses années d'ailleurs. On veut faire tomber l'Algérie. Vous y croyez ou pas à cette possibilité? Mais qui? Vous pensez à qui là? Écoutez, les sionistes. Faire tomber l'Algérie par rapport à quoi? Par rapport à cette problématique Non, réfugiés? absolument pas. Par rapport au fait que l'Algérie, je vous apprends rien, distribue du gaz, produit du gaz, du pétrole, donc est une richesse quand même importante. Et l'Algérie, qui est une des seules armées professionnelles dans cette région, qui conserve quand même cette neutralité aujourd'hui dans ce pays. Il y a une volonté, on le sait, je vous apprends rien quand même. Le plus grand pays du continent africain depuis que le Soudan a été divisé en deux. C'est ça, voilà. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est possible une tentative de déstabilisation, comme certains voudraient nous faire croire, ou nous le dire, à tort ou à raison, je sais pas. Hein. Non, enfin, pas par ce biais-là. Enfin, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Quand même, une tentative de déstabilisation. De toute façon, tous les pays d'Afrique sont constamment dans la tentative de déstabilisation, parce qu'on veut toujours reproduire le modèle démocratique occidental à ces pays, sans tenir compte de leurs spécificités ethniques, sociales, historiques. Donc, il y aura toujours, par ce biais ou d'autre, il y a toujours, de façon consciente ou inconsciente, de tentatives de déstabilisation. Il y a toujours, à partir du moment qu'un pays ne se laisse pas faire, un pays ne se laisse pas mener par le gigantesque, les pays impérialistes, l'Europe et tout, les États-Unis, etc., c'est clair qu'il sera toujours mis en marge. Et puis il y aura toujours de façon interne ou externe, des tentatives de déstabilisation. Kamel nous rejoint au 01 40 33 9000. Est-ce qu'il y a une tentative de déstabilisation, Kamel, dans cette histoire ou pas? Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, bonsoir aux auditeurs et auditrices. Alors, bien évidemment, sans rentrer dans une parano excessive, on a des questions à se poser, bien évidemment. Alors, lorsqu'on voit les axes qui se dessinent ici et là, que l'Algérie a une position assez confortable, il faut, comme vous venez de le dire, que l'Algérie, effectivement, est le plus grand pays d'Afrique. Il a des ressources. Il y a aujourd'hui en Algérie un gouvernement, une façon de faire qui n'est pas finalement dans une logique d'unité, etc. Il y a une fragilité, bien évidemment, aujourd'hui en Algérie. Alors certains regardent ça avec, effectivement, lorsque vous lisez un peu la presse, quand vous y êtes attelé, quand vous vous intéressez à tout ça, effectivement, l'Algérie aujourd'hui est fragilisée. Et c'est bien évident qu'il faut être très vigilant. C'est pour ça que la France aujourd'hui, et je voulais aussi, en résonance à ça, regarder la France qui, elle, a commencé à entourer un peu ce pays au travers de la Libye, au travers du Mali. Il y a une volonté des sionistes à vouloir s'implanter. Il y a tout ça. C'est pas une parano, c'est un constat. C'est pour ça quand j'entendais la personne qui disait que c'était un peu tiré par les cheveux. Non, il faut avoir un regard réel, stratégique, à qui. Faut rappeler que l'Algérie n'a aucune relation directe avec Israël, par exemple.
Comment ? Faut rappeler que l'Algérie n'a aucune relation directe avec Israël, Absolument, par exemple. elle s'est toujours opposée. L'Algérie a toujours été vue comme un pays qui a soutenu les peuples en lutte. Elle l'a toujours fait. Depuis l'indépendance, elle a toujours soutenu les peuples en lutte. Aujourd'hui, elle se retrouve du côté des Russes, du côté des Syriens, Chinois, exemple, etc., etc. Tout ça, ça déplaît à un certain nombre de personnes qui veulent construire l'Union de la Méditerranée, mais l'Union de la Méditerranée au détriment de qui ? Et c'est là où la question doit être posée. Et la France participe également à cela. Alors moi, j'attends de voir Macron par rapport à tout ça. On attend de voir dans quelques jours puisqu'il ira en Algérie. Merci Kamel, parce qu'on arrive au niveau de la pub, on a bien compris en tout cas ta réflexion et merci de nous l'avoir donné. Dans un instant, on va parler du CFCM avec Alan Zawani pour son avis tranché. On va parler de Emmanuel Macron en pleine lune de miel avec les Français visiblement, si on en croit ce dernier sondage de satisfaction pour Emmanuel Macron. Reste avec nous, 01 40 33 9000 via aussi le mobile répondeur 06 18 21 56 41 sur France Maghreb 2, le grand forum jusque 18h30. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 avec Jean-Marc Zébellus, Alan Zawani. On vous rappelle, messieurs dames, que vous pouvez bien sûr réagir 24h sur 24 sur le mobile répondeur. Prenez aussi cette option, cet outil comme un nouveau moyen de liberté. 06 18 21 56 41 pour pouvoir vous exprimer sur tous les sujets. Vous pouvez faire du hors-sujet, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et on bien sûr se fera l'écho de tous vos messages donc demain, donc en l'occurrence au 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Réagir aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr, mobile répondeur donc 06 18 21 56 41. Alors, on va maintenant enchaîner avec un nouvel avis tranché, celui de Alan Zawani. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et avec Alan Zawani, on va parler du CFCM, les musulmans, ce défi quelque peu raté. Voilà, exactement. Donc 15 ans de défi raté. Alors le CFCM, histoire d'un défi raté. Plus de 15 ans après sa création, le CFCM est toujours et encore le dindon de la farce que l'on a imposé aux musulmans de France et dont se désintéressent totalement ces derniers, gavés, c'est le cas de le dire, par l'incapacité de personnages plus ou moins connus, voire inconnus, à donner des axes d'orientation et de réflexion, même lorsqu'il s'agit de fixer les dates des premiers et derniers jours du Ramadan. La dernière injonction en date, déguisée en discours de dîner de iftar, étant celle du président de la République qui, je trouve, dans un discours de 20 minutes et à travers des mots choisis, a su mettre en valeur l'échec total de cette institution à prendre en charge des défis majeurs. Monsieur Macron exhorte poliment mais fermement les responsables du CFCM à prendre leurs responsabilités. Nous félicitons bien entendu la venue d'Emmanuel Macron qui envoie un signal inclusif fort en tout début de mandat. Reste à savoir si ce signal est un signal positif à l'encontre des citoyens français dans leur intégralité. Il est permis d'en douter quand ce discours d'une importance capitale n'a pas été diffusé sur les chaînes du dit PAF. Ou peut-être le dernier avertissement à cette institution de se secouer avant de totalement reprendre les rênes sur les questions de formation des imams, entre autres. Dit en passant, éjecter tous les imams ne parlant pas français en tant que fidèles me ravirait presque, je dois l'avouer, si on avait en lieu et place des imams capables de nous ravir d'un prêche en français. Et oui, marre d'aller à la mosquée le vendredi et d'essayer de décoder des prêches de 20 minutes, dites en arabe, tout en ziotant autour de moi, qui sont celles qui comprennent et celles qui s'embêtent être dans un état second, regardant le bout de tapis qui nous est offert en contemplation. Alors, petit aparté étant fait sur l'incapacité du CFCM ne serait-ce qu'à organiser des prêches en français, revenons aux causes et à l'histoire de ce défi raté. Mais au fait, le CFCM, ça sert à quoi ? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris. Aucune action de communication d'envergure, même leur nom de domaine est mis aux enchères. Et oui, pas de site internet vous dire l'ampleur du non-professionnalisme. Bon, je vais essayer d'être un peu plus sympa. Le CFCM est censé être l'instance de représentation du culte musulman et aurait dû faire face à des défis majeurs comme le
contrôle des mosquées, la formation des imams, la montée de la radicalisation, la tentation de la violence djihadiste. Mais pourquoi tant de défiance vis-à-vis du CFCM alors que cela devrait être une bonne chose ? Alors d'abord, le Conseil français du culte musulman est une institution façonnée par les ministres de l'Intérieur de Jean-Pierre Chevènement en 1999. Il était déjà là, lui, à nous tenir le voile à défaut de nous lâcher la barbe. Juste envie de lui dire, il serait peut-être temps de te faire discret au bout de 18 ans, que tu n'arrives à rien. Voilà que Cazeneuve le nomme patron de la Fondation de l'Islam de France, en passant par Jospin, Daniel Vaillant et Nicolas Sarkozy qui créent le CFCM en mars 2003, allant même jusque réaffirmer lors du Conseil national de l'UMP son attachement à une institution qu'il juge incontournable. Encore heureux que Manuel Valls ne semblait pas partager l'intérêt de monsieur Sarkozy, tout occupé qu'il était à déclamer son attachement à Israël. Ensuite, et les jeunes générations sont d'accord là-dessus, le CFCM est encore trop lié aux pays étrangers, ne permettant pas l'émergence d'une autonomie et de potentiel issus des Français de confession musulmane nés ou élevés en France. Et pourtant, nos aînés devraient nous faire une place puisque nous sommes leurs héritiers. Donc je finirai par laissez-nous la place, laissez-nous organiser le culte et un projet global, laissez-nous surtout voter pour nos représentants qui sont censés nous représenter. Les talents sont nombreux et totalement en phase avec leur époque. Jusqu'à présent, le CFCM ne peut être qualifié d'instance représentative malgré la dialectique officielle et médiatique à cause justement de son système de scrutin antidémocratique qui n'a de pareil nulle part ailleurs. Donner la parole aux fidèles et intégrer au vote tous ces musulmans qui ne demandent qu'à être organisés. Les talents sont nombreux et totalement en phase avec leur époque et leur environnement. Défi raté alors ou pas, Jean-Marc ? Je dis que il y a quelque chose, une initiative, il y a quelque chose de fait. Je pense qu'il faut chercher justement se demander tous ensemble à ce qu'il y ait des améliorations. Ça a le mérite d'exister quelque part. Maintenant, faut que ça aille dans le sens des différents fidèles, des différents adhérents, pour améliorer les choses. Je pense qu'il faut remettre certainement le système en question, mais voire même l'améliorer. Mais je suis pas toujours partisan de pouvoir tout défaire, tout remettre en question ce qui a été fait. C'est fait, ce n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour tendre à une amélioration ? Alors aujourd'hui, il s'agit absolument pas de défaire le CFCM, non, donc c'est pas mon propos, ton propos. Voilà. C'est pas par rapport à ton Effectivement, il y a hein. des mots un petit peu provocateurs, mais c'est normal. Moi, ce que j'estime, c'est que il y a pratiquement 15 ans d'existence de cette institution, et au bout de 15 ans, on n'a pas vu d'avancée puis de représentation réelle des musulmans de France, même sur les questions importantes que sont le halal, le contrôle des mosquées, et surtout le prêche en français. Enfin, je veux dire la base aujourd'hui, quand tu vas dans une mosquée, dans la grande majorité, le prêche il est en arabe. Donc désolé, moi je comprends pas. Partout où je suis passé, non, il y a du français. Il y a du français. Bah écoute, moi je suis passé à Drancy, il y a pas de français. Je suis passé à Bagnolet, il y a 20 minutes de prêche en arabe, et ensuite t'as traduit en 2-3 minutes en français. Non, il faut arrêter. Saint-Denis, Gennevilliers, Aubervilliers, je peux citer un nombre considérable où il y a des prêches en français. Il y a certainement encore des mosquées où il n'y a pas de prêche en français. Il y a la grande majorité, des mosquées, puis notamment des petites mosquées, le prêche il est fait en arabe. Donc maintenant, oui, heureusement que on a quelques mosquées qui font le prêche en français. Il y a la mosquée de Rony aussi, si tu veux bien, mais non. C'est pas vrai. Aujourd'hui, l'exemple de Bagnolet, c'est fait en arabe et on a 2, 3, 4, 5 minutes de traduction. Non, c'est pas normal. Eh bien, on en parle évidemment. Vos réactions aussi sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. D'accord ou pas avec Onan Zawani? Faites-le nous savoir, il n'y a aucun problème. On vous écoutera bien sûr dans cette émission. On va passer maintenant, si vous voulez bien, au j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2. Voilà, notre rubrique célèbre pour refeuilleter un petit peu l'actualité et pour voir un petit peu si vous aimez, si vous n'aimez pas. On y va, c'est parti. Alors, dans le j'aime ou j'aime pas, qu'est-ce que j'ai? Victoire de PDS devant la Cour suprême britannique. Sachez en effet que la Haute Cour de Londres, instance judiciaire suprême, vient de donner raison aux militants pro-palestiniens, Palestine Solidarité Campagne, qui l'avaient saisi pour
contesté la décision du gouvernement britannique de ne plus accorder de financement aux municipalités ayant décidé de boycotter donc les firmes qui décident donc de participer à l'occupation de la Palestine. La Haute Cour donc a cassé et a donné raison aux militants PDS. On aime, on n'aime pas. Oui, on aime, oui. On ne peut qu'aimer ce genre de qu'aimer, ouais. de Donc ça, c'est en décision. Angleterre, c'est ça? Oui, absolument. Que la France en prenne acte. Hein. Alors, Israël, le gouvernement a abandonné hier un projet portant sur notamment l'aménagement donc des lieux de prière mixtes devant le mur des lamentations. Alors que je m'explique, c'est évidemment mixte femmes-hommes. Hein. Eh bien, sachez que ça a été abandonné. Donc il n'y aura pas de mixité devant le mur des lamentations. Seuls les hommes y ont le droit. Bah moi je dirais que voilà toute religion. Voilà, elle est aussi attachée à ses traditions. Moi, je peux pas juger de est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, si ces traditions, elles sont importantes pour les fidèles juifs de confession juive, et tant mieux que ce soit pas passé. C'est qu'ils sont pas prêts, tout simplement. Après, il faut voir ce qu'au niveau de la religion, ce qui est dit, ça, j'en sais rien. Lol, on n'aime pas, on s'en fiche. Franchement, je dirais pas que je m'en fiche. Je me dirais tout simplement qu'il faut que tout le monde soit traité sur le même point de l'égalité, aussi bien les femmes que les hommes que les religions. Et puis enfin, dans le j'aime ou j'aime pas, tiens, Nice, depuis quelques jours, des musulmans demandent à Christian Estrosi de leur laisser la mosquée El Nour. Non mais là ça devient honteux, il est reparti encore en guerre là ? Bah apparemment oui, puisque les musulmans ont commencé cette campagne contre cette mosquée pour obtenir fermeture. Obtenir donc cette mosquée, et donc les musulmans lui disent voilà, on voudrait être tranquille, tu nous laisses, enfin que vous nous laissiez. En fait, il s'agit c'est même pas du problème de la mosquée en fait, c'est que à la place ils veulent mettre une crèche, c'est ça, une garderie, un truc comme ça. Ouais. En tout cas, ils veulent la fermer la mosquée. Ils veulent la fermer, mais pour mettre en place d'autres structures. Affaire à suivre donc dans cette affaire donc de la mosquée de Nice. Alors pour notre dernier sujet, et vous pouvez là aussi réagir en nous appelant 01 40 33 9000 si vous le souhaitez prendre part à la discussion autour de ce sujet d'Emmanuel Macron. La lune de miel va-t-elle continuer avec les Français? En effet, quand on regarde les résultats des sondages de satisfaction du président de la République, ils sont plutôt bons, et même très bons, avec 64% des Français qui sont favorables, qui jugent l'action de Emmanuel Macron pour l'instant pourtant positive. Est-ce que la lune de miel va se poursuivre longtemps, sachant quand même qu'il fait beaucoup mieux que son prédécesseur François Hollande, qui certes était quand même parti sur des bons chiffres en début de mandat. On sait ce qu'il est advenu à la fin de son mandat, les pires peut-être de l'histoire de la République, de la 5e pour un président, François Hollande. Emmanuel Macron, est-ce que la lune de miel va continuer d'après vous, Nan Zawani? On parle beaucoup de ce cap des 100 jours. Donc là, on voit qu'il est en train de le franchir en toute beauté. Mais bon, à coup d'opérations de communication, il faut pas oublier que c'est aussi l'attrait de la nouveauté. Hein. Monsieur Macron et son Premier ministre, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. On les voit jouer au tennis, notamment là hier ou avant-hier lors des jeux, des préparations des Jeux olympiques. Vous l'avez vu sur le fauteuil roulant en train de jouer au tennis. Après, c'est vrai que c'est touchant, c'est mignon, voilà, ça fait plaisir, ça fait sourire. Non, moi je pense que en toute sincérité, si c'est pas là tout de suite au mois de juillet, donc ce sera au mois de septembre. Non, on va voir des mouvements sociaux importants et les taux d'opinion favorables d'opinion aussi élevés soient-ils. Et voilà, il aura quand même il aura à faire face à ces mouvements sociaux. Donc je pense pas que ça va durer, non. Jean-Marc, est-ce que tu es un peu moins optimiste que Anan? C'est pas que je suis optimiste, je suis dans l'expectative, c'est-à-dire que il y a deux gros dossiers qui vont créer des problèmes. La loi travail. La loi travail et aussi tout ce qui se passe en ce moment dans l'éducation nationale. Oui. Là, on est en train de
pouvoir Qu'est-ce qui se passe dans demander, l'éducation nationale? il demande à ce que les communes reprennent le relais concernant les écoles, en gros. Ensuite, il demande que on ait moins d'effectifs dans les classes. Par 12 personnes CP maximum. en CE1. Non, mais attends. Ensuite, on demande de réintroduire comment dirais-je, qu'on soit bilingue, les matières bilingues soient réintroduites. Bon, il y a une dichotomie entre la volonté de faire et les moyens. Là, on avait une déléguée, professeur, excuse-moi, je te coupe la parole, Jean-Marc, concernant justement cette mesure qui est pour les classes de CP et de CE1, avoir des classes de 12 élèves. Donc, en réalité, dédoubler les classes. Donc, les professeurs, aujourd'hui, en tout cas, cette dame qui représentait les professeurs disait que, bah oui, effectivement, ils étaient d'accord pour mettre en place cette mesure, mais qu'aujourd'hui, en fait, on vient dire et imposer que ce soit effectif dès le mois de septembre. Prochaine rentrée. Voilà. Et alors que eux, en réalité, disent oui, préparons-nous, ne faisons pas les choses à la va-vite. Et cette mesure, on l'a mis en place en septembre 2018. Et voilà, donc peut-être que parfois vouloir faire trop vite et puis voilà. Mais c'est une bonne chose quand même de faire des classes de 12. Mais d'où mon propos entre la volonté d'améliorer, de faire et les moyens. Pourquoi les moyens? Parce que si vous dédoublez des classes, c'est-à-dire vous mettez 12 personnes, il faudra recruter plus de 2000 professeurs et autres membres pour ça. Et aussi, il faudra avoir les établissements parce que vous avez un établissement prévu pour accueillir 30 classes de 25, ça va être compliqué d'en faire 50 locaux avec en fait, j'en avais discuté. La subdivision va être très compliquée. J'en avais discuté avec un directeur d'école justement pendant les élections présidentielles. Il se trouve que j'étais assesseur au second tour et que un des assesseurs avec qui j'étais était directeur d'école. Donc je lui posais la question justement, mais vous cette mesure, vous qui êtes directeur d'école, comment vous allez faire? Donc il m'explique que lui effectivement son établissement est assez grand et que il a la possibilité d'avoir des autres salles et que pour d'autres de ses confrères directeurs d'école, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont retirer soit des salles d'informatique, soit des salles de musique pour mettre, Donc en fait, on déshabille Paul pour habiller Jacques. Évidemment. Voilà, et on réfléchit aussi du côté du ministère de l'Éducation nationale à créer des endroits pour que les élèves déposent leur portable avant d'aller à l'école. Ah, c'est super ça. Voilà. Et puis le rythme aussi. Le rythme, on reviendrait à la semaine des 4 jours. Oui, tout à fait. Le redoublement, qui sera de nouveau d'actualité. Oui. Mais ça part d'une bonne intention. Maintenant, pour pouvoir les mettre en œuvre, il faut les moyens pour cela. Et je pense pas on nous parle de 2500 postes créés pour dédoubler des CP à la rentrée. Mais les moyens, il faudra des moyens considérables pour cela. Donc on risque d'avoir encore à construire des établissements entre-temps ou à grandir les établissements entre-temps, il faudra du temps, il faudra 2-3 ans. Mais pour revenir après si je peux me permettre Christophe, ce qu'il apparaît dans ce sondage où effectivement il est à 64% de taux favorable d'opinion, c'est qu'en réalité monsieur Macron il crée un espoir quand il dit on va baisser le chômage et puis en 2022 la baisser un taux de 7%, il crée en réalité un espoir. Donc forcément oui, les citoyens sont favorables. À côté de ça, dans cette loi de travail, tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une mesure par contre qui est fortement décriée, c'est l'abaissement des plafonds lors des sanctions prud'homales. Voilà. Donc ça, tout de suite, les Français, quand on touche éventuellement à leur futur porte-monnaie, là, ils comprennent pas que, en réalité, on favorise des patrons en abaissant les sanctions financières. Première étape, donc, pour vous, en tout cas, Jean-Marc et Anan, à mes auditeurs peut-être, c'est cette loi de travail. Si ça passe, c'est bon pour la suite pour Emmanuel Macron.
Si ça passe, on n'y est pas encore, mais si ça passe sans trop de casse derrière, quoi. C'est un dossier épineux, relativement délicat, épineux, et puis nous verrons bien. Mais attention, ne négligeons pas l'éducation nationale, parce que souvenez-vous que la loi de Vaquet et compagnie avait créé quand même pas mal de soucis. Est-ce que pour l'instant, alors moi je me dis que peut-être ça va passer cette loi travail, parce que si vous voulez, aujourd'hui on n'arrive pas à prendre conscience des effets négatifs de toutes ces, de cette simplification du code du travail, et qu'en réalité les effets, on les ressentira peut-être que dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Donc oui, au démarrage ça va passer, mais derrière... Le principal problème de la loi de travail, en plus que des CHCT, les comités et tout, etc., tout ça qui sera revu en cause et tout, etc., bon, on va pas développer, c'est très compliqué, mais c'est surtout, je pense que le sujet épineux, ça va être le CDI en tant que tel, spécificité française, et qui aujourd'hui il est menacé, sera, évidemment, et comment, et comment, bon, qu'on dise aux gens que vous avez pas un emploi, voilà, vous n'êtes pas protégé, à tout moment vous pouvez vous mettre à la porte, c'est une chose, mais par contre, pourquoi pas, mais à condition que ces gens-là puissent retrouver du travail tout de suite à côté. Oui, encore une fois, si on se réfère un petit peu à les années Giscard, de Giscard, effectivement, il y avait beaucoup de licences. Enfin, ça démissionnait, ça licenciait, mais il y avait du travail qui était retrouvé instantanément. Peut-être qu'on est en train de rentrer dans un système américain où effectivement, il est très facile de se faire virer, mais le lendemain, entre guillemets, on retrouve du travail plus facilement. Et puis le problème du SMIC sera à revoir, le problème du SMIC, parce que vous avez beaucoup de pays où le SMIC il représente pas ce qu'est le SMIC français, notamment en Allemagne et tout, etc. Donc là, il y a aussi des mesures pour simplifier, certes, mais je crois qu'il faut aussi surtout que l'activité économique soit relancée de manière que les gens, comme le système anglais, que les gens ont une certaine sécurité, et puis on va avoir aussi, on risque d'avoir aussi une caisse privée aussi à cotiser. Donc peut-être qu'on gagnera plus d'argent, certes, simplification de la fiche de paye. Maintenant, ce sera des caisses privées, donc ce sera à vous à ce moment-là aussi de faire vos différentes cotisations pour votre retraite, pour vos différents. Et à ce propos, d'ailleurs, pas de nouvelles pour les indépendants, puisque le RSI va être abandonné, Alors, à compter de l'année 2018, apparemment. En fait, le RSI, d'après ce que j'ai cru comprendre, sera supprimé. En fait, c'est le système qui sera supprimé parce qu'il y a des gens qui y travaillent. Donc, c'est l'URSSAF, a priori, qui va reprendre et qui va se calquer sur le modèle des salariés. Tout ça, ça demande aussi beaucoup de réflexion, et ça aussi, ça peut être un sujet épineux. En tout cas, pour en finir avec ce sujet, évidemment, vous pouvez réagir, mes auditeurs, au 06 18 21 56 41, nous laissant votre message. Emmanuel Macron, la lutte de mienne avec les Français va-t-il se poursuivre selon vous? Vous répondez bien entendu à cette question. Est-ce que pour l'heure, jusqu'à un mois et demi après son élection, vous avez constaté une faute, un dépassement, une erreur commise par le président Macron? Non. Le président Macron, à ce jour, fait une chose. C'est qu'il se comporte en arbitre. C'est-à-dire qu'il se mouille pas trop. On n'entend pas trop, notamment avec l'affaire Bayrou, avec Monsieur Ferrand et tout, etc. Donc, il joue les arbitres et il fait les choses en coulisses. Et ensuite, on en tire les conséquences. Et on revoit une autre définition d'un hyper-président. On passe à un président, si vous voulez, qui est un peu plus effacé, mais qui agit plus en coulisses. C'est-à-dire qu'on a un retour à aux arcanes de la politique. Après, c'est son rôle aussi. Il n'a pas non plus à interagir sur. Mais c'est pas ce qu'on a connu avec les autres présidents. C'est pas ce qu'on a. Aujourd'hui, les prises de parole qu'il fait, c'est des discours. Par exemple, là, c'était ce week-end, je crois, ou la semaine dernière, lors du Conseil européen. Enfin, c'est des prises de parole qui sont préparées avec des discours écrits. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Oui, non, mais j'ai bien compris. En fait, là, il redéfinit la fonction du président. La Constitution le définit comme un arbitre. Stop, on arrête là parce que la pub qui arrive, et surtout vos coups de cœur dans un instant. Jean-Marc Zébélus, Sanan Zawani sur France Maghreb 2. Vous pouvez continuer bien sûr sur le mobile répondeur. Vos réactions 06 18 21 56 41. Le grand forum avec Jean-Marc Zébélus et Anan Zawani sur France Maghreb 2 pour maintenant passer à ce qu'on appelle évidemment les coups de cœur de nos chroniqueurs, de Anan et de Jean-Marc. France Maghreb 2, le coup de cœur.
Alors, on va commencer par la belle Anan, bien sûr, et son coup de cœur qu'elle va nous livrer tout de suite. Mon coup de cœur, donc parlons art, parlons culture, parlons tableau. Donc la nouvelle exposition qui est accueillie au sein du parc de la Villette et l'exposition Imagine Van Gogh. Donc c'est un nouveau type d'exposition, donc où on n'a pas à proprement dit de toile du maître, mais une nouvelle expérience inédite où en fait on invite les personnes qui se rendront à cette exposition immersive, je dirais, à venir découvrir les tableaux du maître différemment. Donc sous grand format, en fait, on a une projection de ces peintures sous des toiles en fait énormissimes, sur pratiquement plus de 3 mètres, avec des musiques de Bach, de Mozart, sur des circuits qui vont durer 30-35 minutes. Donc ça se passe au parc de la Villette. Sur Google, vous pouvez aller voir les vidéos YouTube, c'est absolument sublime et magnifique. Au niveau des prix, c'est pas très accessible, je trouve, mais le lundi, vous pouvez y aller tous les lundis, c'est 12,50 € et le reste du temps 14,90 €. Donc cette exposition, elle démarre aujourd'hui et elle se finit fin septembre. Donc voilà, donc tapez sur Google Imagine Van Gogh pour les vacances d'été. Pourquoi pas y emmener vos enfants, ou y allez-vous entre adultes, vraiment pour avoir les images, c'est absolument magnifique. Voilà, un moment d'évasion totale. Jean-Marc Zébélus. Tout à fait. Alors mon coup de cœur va le projet Démorse. En quelques lignes, c'est un objectif de la démocratisation de l'accès à la musique classique par l'apprentissage en orchestre. Ça a été mis en œuvre par une première phase de janvier 2010 à juin 2012 en Île-de-France. 450 jeunes débutants de 7 à 12 ans vivant dans les quartiers, dont la politique de la ville, les quartiers dits difficiles ou autres. 4 heures d'ateliers de pratique musicale collective hebdomadaire par groupe de 15 dans une structure sociale du quartier. Des concerts publics sous la direction de chef d'orchestre Zaya Ziwani et Deborah Waldman. En coordination association de prévention du site de la Villette avec le soutien pédagogique de la cité. Donc ça permet aux jeunes de pouvoir justement avoir un accès à la musique classique. Et je peux vous dire que sur le reportage que j'ai vu télévisé, les enfants étaient vraiment tout heureux de jouer du violon, de jouer du violoncelle, de la contrebasse, etc., de la cornemuse. Je trouve c'est un projet super d'ouvrir justement la musique classique aux jeunes, aux gens, à notre communauté et dans les quartiers difficiles. Merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Alan, bonne semaine à vous deux et à très vite sur France Maghreb 2. Dans un instant, le grand programme qui se poursuit. Demain, il y aura Maïsal Roy, Osinras et Sabrina Artiste. Vous pouvez, je le rappelle, continuer de nous livrer vos réactions 24h sur 24, coup de gueule et coup de cœur 06 18 21 56 41 pour l'instant. Dominique Eco pour le flash de 18h, bonsoir. Bonjour à tous. Jiffy reprend Tati, le suspense a été levé peu avant 15h. Le tribunal de commerce de Bobigny a choisi l'offre du groupe GPG, présidé par le fondateur des magasins Jiffy, pour reprendre l'enseigne Tati. Jiffy prévoit de reprendre 1428 emplois directs sur les 1700 actuels, 109 magasins ainsi que 24 franchisés. La reprise concerne aussi les enseignes Fabiolucci, Gigastore et Dégriffe-Mania. Les premiers chiffres du chômage du quinquennat Macron seront publiés ce soir à 18h. Le chef de l'État table sur une réduction du chômage à 7% d'ici 2022. Les chiens de la RATP continueront de renifler jusqu'en novembre. La régie des transports en commun d'Île-de-France teste depuis décembre l'intervention de chiens en cas de découverte de colis suspects. Le but est de réduire la durée d'interruption du trafic. La première phase de l'expérimentation menée avec 2 équipes sur un périmètre d'intervention de 9 gares RER et 32 stations de métro s'est avérée concluante. Selon la RATP, 2 nouvelles équipes vont être déployées sur un périmètre étendu. 3477, c'est le nombre de tués sur les routes en France l'an dernier. C'est 16 morts de plus qu'en 2015. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que le nombre de piétons augmente. 559, soit 19% de plus que l'année précédente. La première cause des accidents est la vitesse, suivie par l'alcool et la drogue. 10 nouvelles fosses communes découvertes par des employés de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo. Au total, 52 charniers ont été identifiés dans la région de Kasaï depuis le début d'une insurrection en août dernier. Selon l'église
l'église catholique sur place, 3000 personnes ont été tuées dans les affrontements entre les forces gouvernementales et une milice locale. En Espagne, Salvador Dalí va être exhumé. Une sexagénaire espagnole affirme depuis une dizaine d'années être la fille cachée de l'artiste. Un juge de Madrid vient d'ordonner le prélèvement d'échantillons ADN sur le corps du peintre pour réaliser un test de paternité. Depuis sa mort en janvier 1989, Salvador Dalí repose dans la crypte de son théâtre-musée de Figueras en Catalogne. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.